Christian, c'est qu'il faut comprendre. Il faut faire un recul en arrière. Lorsque les gens ont dit en 2015 qu'ils voulaient changer de constitution pour faire évoluer les institutions, c'est archi faux. Ils voulaient changer la constitution pour la conservation du pouvoir. Et une fois qu'ils conservaient le pouvoir, ils s'enrichissaient énormément. Ils planquaient cet argent dans les paradis fiscaux. Les Congolais n'avaient qu'à mourir, à être plongés dans la misère. Ce n'est pas leur problème. Le reste, c'est un débat entre eux pour la répartition de la richesse nationale, pour essayer de montrer à la communauté internationale qu'il y a la démocratie. Après, ils vont vous parler d'enracinement de la démocratie, mais en fait, il n'en est absolument rien du tout. Et le pouvoir actuel est le symbole même de la souffrance et de la misère des Congolais. Ils ont choisi de s'enrichir, d'aller planquer cet argent à l'extérieur, et après ils viennent devant vous pour dire ensemble pour la marche. Quelle marche vous allez faire? On ne peut pas rechercher le développement puis aller planquer l'argent à l'extérieur. Maintenant, aujourd'hui, Christian, il y a eu un discours hier, mais on a nullement dit qu'on allait tout faire, parce que c'est parmi les réformes du Fonds monétaire international, la lutte contre la corruption. Ce que les Congolais attendent, c'est qu'on récupère cet argent, parce que cet argent existe. Et il faut qu'on résolve le problème des terres avec les Rwandais. Les Congolais ne sont pas favorables à ça. Ils sont hostiles et ils sont véritablement opposés à ça. Il faut qu'on prenne des dispositions pour que l'on avance. Avant de répondre à ta question sur le fait qu'on veut juger le président Bazoum, mais il y a d'autres questions qui sont extrêmement fondamentales. C'est bien de dire qu'un tel a été élu, qu'il faut remettre l'ordre constitutionnel. Mais on remet cet ordre constitutionnel sur la base de quelles élections? Sur la base de quelles élections? Parce que la base, elle est là. À partir du moment où les élections ne font pas que les peuples choisissent leurs dirigeants et que c'est les dirigeants qui s'imposent à travers un système d'organisation des élections, tout ça, évidemment, vous irez, etc. Maintenant, sur le débat actuel sur le fait de juger le président Bazoum, mais il y a un fait important qu'il faut noter, Christian. Le responsable de la junte nigérienne était le responsable de la garde présidentielle. Présidentielle, oui, tout à fait. Donc, il a non seulement la maîtrise des problèmes de sécurité au plan nigérien, mais il a également la situation au niveau de la présidence du Niger. Sur quelle base ils avancent et ils parlent de juger le président Bazoum, ils doivent avoir suffisamment d'éléments graves. Salut, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver sur Télar TV. Désormais, vous connaissez les préliminaires, c'est de partager massivement cette émission après avoir liké en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Les conseillers locaux, municipaux et départementaux congolais iront aux urnes le 20 août prochain pour nommer les sénateurs. J'ai bien dit nommer et vous le comprendrez tout à l'heure car ce n'est plus un secret pour les Congolais que les élections au Congo ne sont qu'un trempe. Le tout est décidé par le parti au pouvoir, en l'occurrence le Parti congolais du travail. On en parle aujourd'hui avec Clément Mirassa, président du PSDC. Bonjour Clément, j'allais dire bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup Christian. C'est bien, 63e anniversaire. Le bilan n'est pas bon, n'est pas élogieux. Le pays va mal, très mal, mais on y est. Il faut que nous nous battons pour améliorer les choses pour nos enfants, pour nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Mais enfin, on y est, c'est le 15 août, le jour de la fête de l'indépendance. Merci Clément d'être encore avec nous sur Télar TV. Alors, le 20 août prochain auront lieu les sénatoriales au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les questions que l'on se concentre sur les statistiques. Un examen du système électoral congolais, les chiffres et des tendances. Mais avant
Un mot sur la fête de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Que peut-on retenir de cet anniversaire, le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville? En ce qui me concerne, Christian, les choses sont claires. Le Congo va mal, très mal. Je l'ai souvent dit, je le répète. Et il y a quelques chiffres qui permettent de bien comprendre la situation. Je sais que les gouvernants congolais n'aiment pas utiliser les chiffres. Vous savez, et je vous l'ai souvent dit, l'indice de la démocratie du Congo est de 2,79 sur 10. C'est-à-dire que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire. En français plus facile, ça veut dire une dictature. Ensuite, vous avez un autre chiffre qui est préoccupant. L'indice de perception de la corruption est de 21 sur 100, véritablement médiocre. Avec les niveaux de corruption que nous connaissons, on ne peut pas avancer, aller vers le développement si on ne combat pas efficacement la corruption. Troisième chiffre, Christian, il nous a été révélé par notre compatriote Alphonse Maboussou. 133 000 milliards de francs CFA sont planqués à l'extérieur du pays, alors que les Congolais croupissent dans une misère terrible. Et au-delà des 133 000 milliards, on a 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se seraient évaporés. Et on a 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Donc, le Congo, dit-on, est en crise. Il y a des multimilliardaires. Le pays ne marche pas, il n'y a pas d'argent. Et nous sommes là. C'est grosso modo le bilan que je donne. Je ne veux pas rentrer dans les détails sur oui, mais c'est chômage. toujours bien, Clément, de rappeler au moins la situation sociale au Congo-Brazzaville, probablement. Il y a le chômage. Il y a le chômage endémique des jeunes, il y a la situation sociale des retraités avec 40 mois d'arriérés de pension, avec la non-harmonisation à 300 de l'indice pour tous les retraités, avec les étudiants qui ont pratiquement 3 ans d'arriérés de bourse, avec les services sociaux, notamment avec ce qu'on a entendu parler de la chigellose, mais les services sociaux, que ce soit la santé, l'éducation, l'emploi, le logement. Nous sommes véritablement dans une situation. Et je crois que certains d'entre vous ont vu les images d'une délégation congolaise qui s'était retrouvée à Abidjan, où on avait fait l'apologie de ce qui a été réalisé en disant, les Congolais se sont demandé, mais comment, après l'argent que nous avons réussi à obtenir il n'y a pas très longtemps, on se trouve dans la situation. Bientôt, les pluies vont commencer et vous entendez parler des érosions, des routes, etc. Voilà un peu le tableau chaotique et dramatique que ce pays connaît. Maintenant, il y a d'autres aspects au plan politique, manque de réconciliation, non-libération des prisonniers politiques comme Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa, liberté absolue pour les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Bref, c'est un tableau très sombre. Il est bon que l'on oui, évidemment, tout à l'heure, vous avez amorcé, évidemment, vous avez parlé des prisonniers politiques, alors que tout le monde s'attendait. C'est un peu la tendance que j'ai observée avant même ce jour de fête, ou disons le jour de l'indépendance ou de l'anniversaire. Tout le monde, sinon, dans la plupart des cas, les Congolais se disaient, bah, alors cette fois-ci, au moins, ils auront une bonne nouvelle sur les prisonniers politiques, probablement qu'on pourrait les libérer. Mais curieusement, ils se sont trompés de pronostic, comme qui dirait. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourquoi ce pouvoir, ce régime s'obstine à garder les prisonniers politiques? Christian, ce qui est curieux et ce qui choque les Congolais, c'est que pendant qu'on les garde en prison, les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers sont en liberté. Ils occupent même des hautes fonctions. Certains vont même prétendre devenir sénateurs ou quoi aux élections. Bon, le problème, on le connaît, Christian. Assez souvent, les gouvernants font de la diversion en disant que ce n'est pas des prisonniers politiques, c'est des prisonniers de droit commun, ce qui est archi faux.
Parce que pour ceux qui connaissent cette histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, il suffit de se référer à l'élection présidentielle de 2016. Il suffit de rappeler qu'en avril 2016, il y a eu à partir de la zone sud de Brazzaville des événements qui ont abouti à ce que l'on appelait la guerre du Poule, qui a créé beaucoup de massacres, qui a créé des exécutions sommaires. Le bilan a été extrêmement lourd. Au départ, le gouvernement a traité soi-disant les responsables de terroristes et de personnes avec lesquelles on ne pouvait pas négocier. Finalement, il y a eu un accord de paix qui a été signé. Personne n'a jamais été poursuivi, mais par contre, ceux qui ont été candidats à l'élection présidentielle et d'autres sont toujours gardés en prison pour des raisons que les Congolais ne comprennent pas. D'autant, Christian, qu'il faut rappeler qu'il y a un groupe de travail des Nations Unies qui a déjà intervenu là-dessus. Il faut rappeler qu'il y a M. Yves Le Drian, à l'époque où il était ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui avait dit qu'il avait parlé avec fermeté aux dirigeants de notre pays, mais la situation est là. À ce sujet-là, Denis Sassou Nguesso disait qu'il n'avait jamais été notifié de la décision des experts de l'ONU. Bon, ben, tout le monde est surpris. En tout cas, encore cette fois-ci, on s'attendait à ce qu'il y ait un geste qui soit fait. On parle de paix, mais Christian, je dirais juste un mot, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous avez suivi le discours qu'on a suivi hier, bon, en fait, moi j'avais déjà la synthèse de ce discours au mois de mars, lorsqu'on a dit que le verre est dans le fruit, il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Mais quand on suit ces discours, on parle de paix, on parle de dialogue. Dialogue parce que, semble-t-il, qu'on est médiateur dans la crise libyenne. Et curieusement, les Congolais sont surpris que ceux qui parlent du dialogue, soi-disant à l'extérieur du pays, ne veulent absolument pas entendre parler du dialogue à l'intérieur du pays, alors que le pays les dirigeants de ce pays ont plongé ce pays dans une grave crise multidimensionnelle sous toutes les facettes, hein, politiques, culturelles, économiques et financières, sociales, crise des valeurs, etc. Et sur ça, on ne veut pas que les Congolais dialoguent pour que l'on avance. Et c'est vraiment regrettable et déplorable. Et la dernière question sur, bien entendu, ces festivités, c'était de savoir quelle est l'ambiance au Congo-Brazzaville, à l'heure où on augmente les prix du carburant, bientôt de l'électricité, de l'eau, avec ces mesures aussi contraignantes du FMI. Mais l'ambiance est morose, Christian. Mais les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent d'autant qu'ils sont rassurés et qu'ils sont convaincus qu'on protège ceux qui ont plongé le pays dans la crise, qu'on protège ceux qui sont responsables des graves crimes économiques et financiers pour un certain nombre de... Et je vais rappeler une chose aux Congolais, parce qu'il ne faut pas qu'ils l'oublient. Je crois que ça s'est dit dans les années 80. On disait vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Et depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais attendent de mieux vivre. Et entre-temps, il y en a qui sont devenus multimilliardaires sur la base de l'argent sorti du trésor et qui ont enfoncé les Congolais dans la misère. Sinon, je répète et je dis de façon claire, l'ambiance est extrêmement morose. Et dans le discours que j'ai entendu hier, c'est un discours qui est teinté d'un manque de vision terrible, d'un bilan catastrophique et de ce que les dirigeants ont prouvé qu'après 40 ans de conservation du pouvoir, non seulement ils ont plongé le pays dans le chaos, mais ils ne sont pas capables de l'en sortir. Et il faut que une façon de dire que finalement, les gouvernants sont déconnectés, sont totalement déconnectés des réalités que vivent les Congolais, c'est ça? Ben, écoutez, on a procédé à la hausse des prix du carburant. On nous a dit qu'il faut attendre le 15 septembre pour avoir les mesures d'accompagnement. Est-ce que c'est sérieux, Christian? Et après, on parle du peuple, etc., etc. C'est une vision. Mais aujourd'hui, les Congolais ont rendu compte de beaucoup de choses et je crois qu'ils ne sont plus surpris par un certain nombre d'informations ou de promesses parce qu'elles n'ont pas été tenues.
Merci Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes président du PSDC, un parti de l'opposition congolaise, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre congolais du Développement industriel. Alors, venons-en au sénatorial. Mais avant, je vais vous proposer une vidéo qui circule sur la toile, bien entendu. Il s'agit de monsieur Guillaume Foutou, je ne sais pas si vous le connaissez, l'ancien député de l'UPADS, visiblement candidat au sénatorial, bien sûr, du 20 août prochain, qui est en train de prier leur partenaire, s'il faut le dire comme ça, le Parti congolais du travail, de sorte qu'ils leur rendent l'ascenseur. Suivez et on revient pour le commentaire. Sur toute l'étendue du territoire, nous n'avons présenté que 6 candidats sur les 72. Et le président de la République, le secrétaire général du PCT, ils savent aussi que pour avoir un groupe parlementaire, il faut 5 sénateurs. Mais pourquoi pas s'arranger à ce que l'UPADS ait les 6, puisque c'est un vote appareil. J'insiste, je renvoie la balle au président de la République, que cette politique prônée par Tsatsi Mabiala, la politique de l'apaisement et de la paix, il va falloir qu'on sente que l'ascenseur nous est revenu pour qu'on monte ensemble. Car en fait, il ne faut pas oublier qu'en 2026, nous avons une élection présidentielle. Et je crois que tout le monde a compris. Mais malheureusement, l'ascenseur n'a toujours pas été renvoyé. Vous avez bien vu les élections locales et législatives, bien qu'il y a eu un petit effort à Mayoko et à Kibangu, mais l'absence de l'ascenseur met notre chef, j'ai cité le camarade Tsatsi Mabiala, en difficulté parce qu'il est incompris par les militants. Parce que lui, il a choisi. Voilà, Clément Mirassa. Guillaume Foutou, c'est quand même un des cadres de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS. Un ancien député, il est resté longtemps député de ce parti. Et là, lorsqu'on l'écoute, on a l'impression de suivre un membre du Parti congolais du travail qui se plaint, qui demande qu'on lui rende l'ascenseur. L'ascenseur, après, on se posera la question pourquoi on ne rend l'ascenseur qu'à celui qui vous a rendu service. D'abord, que vous inspirent ces propos? Moi, Christian, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que heureux d'entendre ça, Clément. Je suis très heureux d'entendre ça et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce pays, il se dit beaucoup de choses. Assez souvent, nous sommes attaqués en tant qu'opposants. Et assez souvent, la population nous dit vous êtes des faux opposants parce que vous vous dites opposants le jour et la nuit, on vous voit, là, vous allez là où vous savez. Là, évidemment, là, il vient d'enfoncer le clou. Hein. Non, mais j'en viens. Mais la première chose, Christian, c'est une question d'interprétation des textes. Et les textes qui ont été adoptés par un Parlement majoritairement dominé par le PCT, auquel l'UPADS a pris part, les textes sont clairs. Et quand on suit ces textes, il n'y a pas d'ombre du moins de doute. Et moi, je vais essayer de lire quelques éléments qui ne vont pas surprendre les Congolais. Je prends l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi 28-2017 du 7 juillet 2017 relative au statut de l'opposition congolaise. Cet alinéa dit ceci, Christian. L'opposition congolaise est constituée par l'ensemble des partis et groupements des partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Ne soutenant pas l'action du gouvernement. Donc, dès que vous soutenez l'action du gouvernement, vous ne devriez plus honnêtement vous considérer comme opposant. Et il est dit, l'opposition politique est parlementaire et extra-parlementaire. Je ne fais pas de commentaire, elle est parlementaire lorsque c'est au niveau du Sénat et de l'Assemblée et extra-parlementaire lorsque c'est en dehors. Maintenant, on dit ceci,
L'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Ça, c'est l'article 2 de cette loi sur le statut politique de l'opposition. Maintenant, Christian, je vais te lire quelque chose qui va faire comprendre aux Congolais un certain nombre de choses. Il est dit ceci. Tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. Les choses sont claires. En français facile, ça veut dire que lorsque vous participez au gouvernement, mais vous n'êtes plus opposant. Vous n'êtes plus opposant puisque vous êtes astreint à la solidarité gouvernementale et cette solidarité gouvernementale veut que vous appliquiez le projet de société pour lequel le parti au pouvoir a été, ou le candidat du parti au pouvoir a été élu. Les choses sont claires. Maintenant, j'en viens à ce que M. Guillaume Foutou a dit. Ce que M. Guillaume Foutou a dit, c'est clair. C'est clair dans l'esprit de tous les Congolais. Il existe un deal entre le Parti congolais du travail et l'UPADES. Et l'UPADES se plaint de ne pas bien vivre le retour de l'ascenseur. Et quand vous analysez bien, ce qui a été dit, il nous aide même parce que nous avons toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas d'élection, il n'y a que des nominations. Mais il implore les autorités de ce pays, il implore le secrétaire général de ce parti pour que l'UPADES ait 6 sénateurs. Mais quel est cet arrangement si ce n'est pas une nomination? Si c'est une élection, on ne peut pas se permettre ça, Christian. Et je crois que les choses sont claires. Et il dit ceci, quand vous suivez bien ce qu'il a dit, il donne l'information que pour avoir un groupe parlementaire au Sénat, il faut que vous ayez 5 sénateurs. Mais l'UPADES n'a présenté que 6 candidats. Et lui, il plaide déjà pour sa propre cause en disant, moi, je suis candidat à Pointe-Noire, l'UPADES, c'est un grand parti, tout ça. Par rapport à ça, il faut que je sois déclaré sénateur. Mais c'est là où il y a le ridicule, Christian. Et je dis il y a le ridicule, pourquoi? Parce que je vais donner un certain nombre d'informations aux Congolais et que les Congolais comprennent bien ce qui se passe. À Pointe-Noire, 85 conseillers vont élire 6 sénateurs. Et à Pointe-Noire, les statistiques se présentent de la manière suivante. Le PCT a 35 conseillers. Les autres partis de la majorité présidentielle ont 25 conseillers. Ça veut dire que toute la majorité présidentielle a 60 conseillers sur 85, donc ils ont une large majorité. Maintenant, du point de vue des candidats, ça se présente comment? Donc, ceux de la majorité, il n'y a pas de problème. Le RDPS a 9 conseillers, le RDPS a un candidat. Le MAR a 6 conseillers, le MAR a un candidat. Le club 2002 PUR a 6 conseillers, ils ont un candidat. Il n'y a pas de problème. Ils font partie de la majorité présidentielle, comme ils ont la majorité écrasante. Et comme Pointe-Noire, ceci fait tous les départements. Ces 6 conseillers, quand vous prenez les 3 conseillers… Pardon, vous avez parlé du club 2002, c'est ça? Le parti de Wilfried Nguesso, c'est bien ce parti-là, Club 2002. C'est à Pointe-Noire que il avait pourtant abandonné, qui avait jeté l'éponge, disons, qu'il n'allait plus faire la politique. En 2014, non, puisque tu ouvres cette parenthèse, en 2014, Wilfried Nguesso avait, semble-t-il, eu un appel de Dieu qui lui avait demandé de renoncer à la politique et de se consacrer à l'activité religieuse chrétienne, je ne sais quoi. Bon, il était même question qu'il aille à la dissolution de son parti Club 2002 PUR. On a senti qu'il a eu comme un certain retrait et puis tout d'un coup, je ne sais pas si c'est un autre appel de Dieu qui lui a dit « et pas faire la politique ». Non, mais évidemment, je voulais justement qu'on ouvre cette parenthèse parce que
on a finalement l'impression que la politique au Congo s'est faite pour se protéger des crimes, parce que évidemment, il avait jeté l'éponge, il avait dit qu'il ne fait plus la politique. Mais curieusement, les gens n'ont pas compris comment il est revenu en politique, parce que, et quand il revient en politique, c'est après qu'il ait été, je crois, condamné au niveau du Canada. Il a même été, ben voilà, traité comme un membre d'une organisation criminelle. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la justice canadienne, et qui l'avait d'ailleurs déclaré persona non grata. Et à ce moment-là, probablement qu'il a senti le danger, qu'il pouvait être arrêté à n'importe quel moment et qu'il n'était plus en sécurité. Ben, il est vite reparti en politique, parce que là-bas, quand on est député, quand on est sénateur, on jouit d'une humilité. Je pense que c'est ça. Je crois que chacun peut donner l'explication, mais en tout cas, la situation, c'est là. Il avait eu un appel de Dieu. Je crois que c'est en 2014. Et puis maintenant, je ne sais pas si c'est Dieu qui a mis fin, mais moi, je suis chrétien. Quand Dieu vous appelle à une mission, vous ne quittez pas cette mission, sauf si elle a échoué ou je ne sais quoi. Bon, mais je n'entre pas dans les détails. Donc, pour Oui, mais en revenir à fait, moi, il faut que je pose quand même, c'est une question qui s'impose. C'est quoi ces partis qui n'apparaissent que lors des élections? Ce sont les partis congolais. Et puis, vous suivez, Christian, les Congolais suivent un peu la campagne. Mais quand je suis la campagne, j'ai suivi quelques extraits, puisqu'ils ont monopolisé la télévision congolaise et tout ça. Et tout ce que j'entends dire, c'est qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui a gagné, elle a gagné quoi? En plongeant le Congo dans le chaos, il y a des problèmes qui se posent dans ce pays. Je prends un exemple simple, Christian. Le problème des terres avec le Rwanda pose de sérieux problèmes. Ni l'Assemblée, ni le Sénat n'a interpellé le gouvernement, alors qu'ils savent que c'est un problème qui préoccupe les Congolais. Mais plus grave, Christian, plus grave, c'est que les fameux accords n'ont jamais été ratifiés par le Parlement, conformément aux articles 217 et 219 de la Constitution. Ça ne leur dit rien, mais ça ne peut rien leur dire, Christian. Pourquoi? Parce que tous les gouvernants congolais ne sont pas en conformité avec la loi. En fait, Christian, il faut que les Congolais comprennent. En 2015, on s'est battu pour changer la Constitution. Ce n'était pas pour le bien-être des Congolais, c'était pour s'enrichir davantage, pour avoir le temps de planquer cet argent dans les paradis fiscaux et d'avancer. Donc, le Sénat, vous allez voir quand ils vont passer. Personne ne fera des déclarations de patrimoine, personne. Donc, à mon avis, c'est un positionnement, c'est un problème de répartition de la richesse nationale, c'est un problème pour essayer de prouver à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'on vit une démocratie. Mais aujourd'hui, tout se met à nu. Et tout le monde sait que le Congo n'est pas une démocratie. Le Congo, c'est une véritable dictature et il faut qu'ils le sachent. Et quand ils occupent ces positions, ils ne font rien pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Maintenant, je peux revenir… Mais oui, évidemment, Clément, pardon. Comment vous vivez, parce que c'est ça, je reviens sur cette question. Comment vous vivez cette relation incestueuse, il faut le dire, entre l'UPADES et le Parti congolais du travail? Puisque vous êtes à l'opposition, l'UPADES est censé être aussi à l'opposition, et je ne sais pas si on a nommé un autre, comment on appelle ça, un chef de file de l'opposition, mais à ce que je sache, c'est bien Monsieur Pascal Tsatsimabiala qui est le chef de file de l'opposition. Or, ce parti qui est donc l'UPADES, là, on vient de suivre Guillaume Foutou. Quand Guillaume Foutou parle, c'est l'UPADES qui parle. Comment vous vivez cette relation? Mais nous avons l'habitude de dire que l'opposition est plurielle. Et nous savons qu'il y a ce genre de relation entre plusieurs opposants. Quand on parle de la difficulté de la mobilisation des Congolais, c'est tous ces aspects. Parce que c'est tous ces aspects qui font perdre la crédibilité à l'opposition. Parce qu'on se déclare opposition, on ne combat pas ou on n'a pas des positions politiques qui sont contraires à celles du gouvernement. Mais Christian, le ridicule, quand vous votez, quand vous suivez l'adoption du budget au Parlement congolais, mais les députés ou les sénateurs dits de l'opposition, ils votent le budget.
Mais le budget, c'est quoi? C'est l'expression de la politique de l'équipe qui est en place. À partir du moment où vous votez le budget, vous ne le combattez même pas. Vous allez, mais on a vu des débats où les gens étaient surpris entre le développement et les votes. Maintenant, moi, je dis, moi, j'ai un principe. Parce que d'ailleurs, j'en profite, avant qu'on ne revienne au sujet. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a que des preuves d'opposants ou des preuves d'opposition. C'est-à-dire que si vous êtes opposant, il faut que vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de vos partenaires politiques, que vous donnez l'impression et que vous prenez des positions qui font apparaître que vous êtes de l'opposition. Il y a des gens qui, mais à un moment donné, Christian, il y a des gens qui me disaient, oh, toi, tu as un deal avec le pouvoir. Mais moi, je peux répondre. Moi, je n'ai pas de deal avec le pouvoir. Si je le dis, c'est parce que j'ai ma conscience tranquille, je n'ai pas de deal. Je fais mes analyses, je les fais avec toi, je fais avancer un certain nombre de choses. Maintenant, quand on observe ce qui se passe, Christian, il s'est passé ce qui s'est passé avec le FIGA. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? Ils ont bricolé une réunion de je ne sais pas moi, la commission économie, finance et contrôle. Et depuis, on est où? On a interpellé le gouvernement sur ça. Il s'est passé le problème de la chigellose. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Pierre Mabiala aller faire l'appel des fonds, etc. On a vu l'Assemblée, on a vu le Sénat interpellé. Et là-dedans, il y a des députés, des sénateurs de l'opposition. Je crois qu'ils devraient profiter de ça pour élever la voix pour qu'ils ne l'élèvent pas. Parce que tout compte fait, c'est nous tous qui souffrons, c'est le peuple congolais qui souffre. Donc, je pense qu'au Congo chrétien, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont choisi d'apparaître comme opposants, mais qui en réalité sont de connivence avec le pouvoir pour faire souffrir la population et faire quoi? Mais pourquoi M. Foutou, dans sa déclaration sur Vox TV, pourquoi il dit que le chef de son parti est en difficulté avec les militants? Mais parce que les militants sont gênés de cette situation. Pourquoi il dit qu'ils sont en... Et que pour essayer de pallier ça, il faut qu'on leur envoie l'ascenseur. Donc, je ne sais pas si j'ai fini pour que je reprenne. En fait, lorsqu'il dit qu'on leur envoie l'ascenseur, à quoi fait-il allusion, selon vous? Mais sur les sénatoriales, c'est clair. Sa demande est claire. Lui, il demande à être élu sénateur à Pointe-Noire. Mais le problème, c'est quoi, Christian? Je t'ai dit qu'à Pointe-Noire, la majorité présidentielle a une majorité écrasante. Elle présente 6 candidats. Donc, logiquement, si le vote se passait dans de bonnes conditions, les 6 candidats de la majorité présidentielle devraient être élus. Ah, donc, si j'ai bien compris, Monsieur Guillaume Foutou de l'UPADES se sent menacé de ne pas avoir... Non, mais je vais expliquer pourquoi il se sent menacé. Pourquoi il se sent menacé? J'ai dit, Christian, d'entrée de jeu, que Pointe-Noire, c'est 85 conseillers. Mais l'UPADES n'a que 5 conseillers. C'est une situation difficile. Avoir un conseiller, un sénateur, alors que vous n'avez que 5 conseillers sur 85, vous comptez sur qui? Vous ne pouvez pas compter sur les indépendants, parce que je crois qu'il y a près de 4 candidats indépendants. Les indépendants ils vont défendre également leur point de vue. Maintenant, vers qui vous pouvez regarder. Et c'est pour ça qu'il interpelle et le président de la République et le secrétaire général, d'après ces termes. Maintenant, quand j'essaie de voir Christian, l'autre aspect qu'il a soulevé et sur lequel il a tenu à insister, parce qu'il me semble qu'à l'UPADES, je ne sais pas comment le vote va se passer, mais ils n'ont pas l'air d'avoir confiance. Pour avoir un groupe parlementaire, il faut 5 sénateurs. Ils n'ont présenté que 6 candidats. S'il n'y a pas 5 sénateurs, donc il n'y aura pas de groupe parlementaire. Donc, c'est beaucoup plus des problèmes d'intérêt particulier d'un petit groupe qui jouit au sein du Sénat que des problèmes qui touchent la population, etc. Donc, j'ai pratiquement abordé l'aspect que je voulais aborder. Oui, évidemment. Revenons donc sur les statistiques, c'est-à-dire essayer un peu de nous parler du système électoral congolais, les chiffres et les tendances, parce que
Cela va nous permettre et va permettre également à nos téléspectateurs de comprendre où est-ce qu'on va et quel est d'abord l'intérêt d'organiser des élections au Congo-Brazzaville. Alors, on va commencer donc par les statistiques d'abord. Bon, mais avant de parler des statistiques, toujours sur ce que M. Guillaume Foutou a déclaré, il a dit quelque chose d'important s'agissant des législatives qui ont eu lieu en juillet 2022. Il a reconnu que quelque chose s'était passé à propos de Kibangu et de Mayoko. Mais ça veut bien dire que l'élection au Congo, il n'y a pas d'élection, il n'y a que des nominations, il n'y a que des arrangements. L'élection, c'est comme un simulacre qui est fait pour essayer d'avancer. Maintenant, si je devais parler des élections sénatoriales, bon, Christian, nous avons 12 départements. Dans notre système électoral, chaque département a droit à 6 sénateurs. Et chaque sénateur est élu au suffrage indirect, c'est-à-dire que ce sont les conseillers locaux qui ont été élus en juillet 2022, qui vont maintenant élire les sénateurs. Et chaque département a son quota. Brazzaville, par exemple, a 101 conseillers. Le Kwilu, par exemple, a 45 conseillers. C'est déterminé en fonction d'un certain nombre de critères, je crois, au niveau du ministère de l'Intérieur, etc. Donc, et quand on veut rentrer dans les chiffres, les dernières élections locales ont donné 1154 conseillers, comme c'est prévu. Et dans les 1154 conseillers chrétiens, le PCT à lui tout seul a 557 conseillers. Le PCT à lui tout seul a 557 conseillers. Les autres partis de la majorité présidentielle, le MAR, le RDPS, la DRD, le MCDDI, etc., ils sont assez nombreux. Ils ont en tout 154 conseillers. Donc, quand on prend les conseillers du PCT et les conseillers des autres partis de la majorité, nous sommes à 711 conseillers sur 1154. Donc, une majorité écrasante qui fait qu'on pourrait dire qu'ils pourraient à eux seuls occuper tout le Sénat sans que, si l'élection, si c'était véritablement le choix des électeurs. Maintenant, là-dedans, il y a 268 conseillers qui, eux, sont indépendants. Bon, indépendant, ça veut dire quoi? Dans l'opinion congolaise, on dit ils sont rattachés à certaines tendances politiques, soit à certains partis politiques. Il y a des indépendants qui seraient proches du PCT, il y a des indépendants qui seraient soutenus par d'autres personnalités politiques de la majorité présidentielle qui ne veulent pas se faire voir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont proches de l'opposition, c'est possible, etc. Maintenant, l'opposition, globalement, elle est plurielle, mais d'après le décompte que nous avons fait, l'opposition a 137 conseillers. 137 sur 1154. Donc, ça fait à peu près 12%. Donc, l'opposition se présente à cette élection en très, très grande difficulté, en très, très grande faiblesse. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de l'opposition, vous faites allusion à ces partis-là, comme l'UPADS et les autres, c'est ça? Bon, j'ai considéré la classification officielle, c'est-à-dire l'UPADS, le PRL, l'UDH, l'UKI, oui, mais là, il apparaît bien que, mais je peux me tromper, mais il apparaît très bien que l'UPADS n'est pas de l'opposition, loin de là. Enfin, il faut qu'on dise les choses comme elles se présentent aussi, c'est ça le problème en fait. Officiellement, ils sont considérés comme ça. Donc, on les classe par rapport au classement. Enfin, moi, j'ai classé par rapport au classement fait par le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas un classement fait par Clément Mirassa, c'est un classement qui est fait par le ministère de l'Intérieur. Vraiment un jeu de dupes. Maintenant, Christian, il y a ce que l'on appelle le centre. Le centre, ce n'est pas le centre tel qu'on dit en France, partie du centre, etc. Au Congo, c'est une notion originale qui a été créée, c'est également une stratégie du pouvoir. C'est, dit-on, des partis qui ne sont ni à la majorité, ni à l'opposition. Vous savez, c'est vraiment original au Congo. Mais ce que je sais, c'est que la plupart d'entre eux ont fait la campagne chaque fois pour Denis Sassou Nguesso.
la plupart d'entre eux. Et généralement, quand il y a élection, ils font des déclarations pour soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso. Il y a même des partis de l'opposition qui ont fait campagne en 2021 pour Denis Sassou Nguesso, mais qui après se sont dit de l'opposition. Donc, le Congo, c'est vraiment un magma, etc. Donc, le centre, c'est ceux qui sont au centre. Ils ont, d'après la classification que j'ai faite, ils ont près de 33 conseillers. Et après, vous avez les autres partis. Bon, moi, j'ai mis autre Clément Mirassa, donc si j'ai bien compris, c'est ce système qu'on vend à l'extérieur, c'est-à-dire… Ah oui, c'est ce système qu'on vend à l'extérieur. Vous voyez bien, on parle de dialogue. Pour dire qu'il y a un semblant de démocratie au Congo. Mais Christian, si tu pousses plus loin, j'ai fait une déclaration, j'ai fait un communiqué pour dire que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. S'il n'est pas en conformité avec la Constitution, il n'est même pas en conformité avec la loi électorale. Et par rapport à l'article 28 de la loi électorale, il ne devait pas prendre part, il ne devait pas organiser des réunions de campagne. Il devait être sanctionné, mais il ne l'est pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une institution qui peut rappeler, par exemple, le PCT à l'ordre? C'est quelle institution? Ah ben, toutes les institutions, elles sont pratiquement… Quand je vois les choses, elles sont pratiquement, objectivement, sous la botte, etc. Je ne vois pas. Moi, j'ai essayé d'introduire un recours sur l'inéligibilité de Denis Sassou Nguesso à l'issue du congrès de 2019 maintenant. La Cour constitutionnelle avait déclaré qu'elle n'était pas compétente pour examiner ce genre de problème. Et pourtant, c'était un problème, pour moi, c'était un problème de constitutionnalité. Elle avait choisi d'envoyer ce problème à la présidence de la République, au Sénat, tout ça, mais c'était un problème pour eux qui est enterré, mais qui ne résout pas le problème, puisque le problème demeure entier. Donc, voilà un peu le tableau, Christian, et pour essayer d'aller, pour donner un certain nombre d'autres informations, quand vous prenez la carte du Congo, quand vous prenez tous les départements de la partie septentrionale, vous prenez les plateaux. Nous avons le PCT et la majorité qui sont largement majoritaires. Et le PCI, il y a 8 candidats, 6 du PCT, oui, et 2 indépendants. Bon, dans la Likwala, il y a plus de candidats, il y a 13, mais il y a 6 du PCT. Mais par contre, lorsqu'on va dans la partie, bon, Brazzaville, le PCT est largement majoritaire, la majorité également, et le PCT a présenté 5 candidats, et il y a un seul qu'ils ont laissé libre. Mais il y a des candidats tant de l'opposition que de la majorité. C'est dans la partie sud que le débat, sinon, il pourrait avoir véritablement, je ne dirais pas confrontation, peut-être dans 3 départements. Le département de la Lekumu, le département du Niari et le département de la Bouenza. Sinon, tout le reste, le Poul, le Kwilu, Pointe-Noire, c'est véritablement acquis à la majorité. Mais est-ce que toutes ces statistiques, j'allais dire, cette répartition tient lieu, bien sûr, de la démographie, ou bien, bon, voilà, c'est toujours le PCT ou le parti au pouvoir qui décide attribuer tant de sièges à tel niveau, tant d'autres à tel autre niveau, à tel département? Bon, il est évident qu'un département comme la Cuvette est favorisé. Pourquoi? Mais parce qu'il y a 2 communes maintenant de plein exercice. Il y a Oyo et il y a Ouando qui sont devenus, et le quota, c'est à peu près un chiffre qui est fixé à 25, donc ça les favorise. Mais quand on regarde en gros la répartition telle qu'elle a été faite, le plus grand nombre de conseillers, ça se situe dans le Niari et dans la Bouenza, où ils ont chacun 131 conseillers. Mais Brazzaville, figure-toi Christian, Brazzaville n'a que 101 conseillers. Pointe-Noire n'a que 85. Donc, c'est peut-être, c'est ce qu'on décrit. C'est encore un système injuste, mais il faudra tout faire pour réparer et faire avancer un certain nombre de choses. Mais la leçon qu'on peut tirer, Christian, l'opposition n'a que 137 conseillers.
vraiment, pour que l'opposition ait un conseiller dans un département, il faut un deal, sinon l'aval du Parti congolais du travail. Sinon, l'opposition est partie pour avoir énormément de difficultés. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut encore parler des élections? Et c'est la question que je posais, l'intérêt de ces élections. Qu'est-ce qu'elles représentent concrètement au Congo-Brazzaville? Les intérêts des élections, c'est simple. Le Congo a une véritable crise au niveau de la gouvernance électorale. Ces problèmes ne sont pas résolus, ils sont posés depuis longtemps. Le PCT s'impose, mais le PCT, en s'imposant, Christian, ils doivent se rappeler que sous Pascal Lissouba, ils étaient les plus durs et les plus radicaux pour revendiquer, par exemple, la mise en place d'une véritable commission électorale indépendante. Quand le premier ministre Ganao de l'époque avait annoncé que son gouvernement allait organiser les élections, ben, ils ont fait des déclarations fracassantes pour dire que ça ne garantissait pas l'indépendance de la commission électorale. Et je crois qu'on avait même donné la présidence de cette commission à l'opposition. Ça, c'est pendant le gouvernement 60-40. Mais depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, ils ne veulent pas du tout entendre d'une commission. En fait, ils disent commission électorale indépendante selon leur sens. Mais selon les standards internationaux, elle n'est pas indépendante. Donc, Christian, quand on prend, j'ai pris l'exemple, par exemple, de Guillaume Foutou à Pointe-Noire, mais je peux prendre d'autres exemples. Je prends le cas, par exemple, de mon frère Walembo. Mais Walembo, il est de la CODEMA. La CODEMA a en tout et pour tout 3 conseillers. 3 conseillers. 2 dans le pool et 1 dans la Likwala. Alors, 2 dans le pool sur 111 conseillers. Comment est-ce que la CODEMA peut faire pour avoir un conseiller? Et au Congo, on peut dire qu'ils ont obtenu un sénateur, mais ça sera vraiment sur la base d'un deal. Même dans la Likwala, si vous avez un conseiller sur 82 conseillers, ben pour que vous soyez élu, il faut vraiment que... Donc, il y a des choses comme ça. L'opposition va à ces élections sénatoriales dans une position de très, très, très grande faiblesse. Et pour certains, ils ont certainement des deals avec le PCT, le parti au pouvoir, comme Guillaume Foutou l'a fait apparaître en disant qu'il faut qu'on leur envoie l'ascenseur. Mais sinon, ce n'est pas facile pour eux d'avoir le moins de conseillers. Et vous voyez, quand vous prenez l'UPADES, parce que quand vous prenez l'opposition, l'UPADES en tout, sur tous les territoires congolais, 50 conseillers. Yuki en a 26. Et le PRL de Nick Fila en a 26. Donc, vous comprenez, ça c'est globalement le Niari, l'UPADES a 27 conseillers. La Bouenza, l'UPADES a 12 conseillers. Mais dans ces 2 départements, le nombre total de conseillers, c'est 131. Donc, même si vous avez 27 conseillers sur 131, mais pour avoir un sénateur, Christian, il faut vraiment que... Bon, mais moi, j'ai fait un message que j'ai publié pour dire qu'un parti de l'opposition ne peut avoir un sénateur que s'ils ont un deal avec le pouvoir. Mais si c'était une véritable élection, puisqu'au Congo, on est encore dans le système de nomination, si c'était une véritable élection, ils se retrouveraient en très, très grande difficulté. Et l'idée de vouloir constituer un groupe parlementaire au Sénat, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent autrement, que ça sera dit. Mais dans tous les cas maintenant, même s'ils ont 5 sénateurs et qu'ils forment un groupe, les Congolais savent maintenant, à partir de la déclaration de Guillaume Foutou, qu'en réalité, il y en a même sur les réseaux sociaux qui ont dit que l'UPADES n'a qu'à intégrer la majorité présidentielle parce que ça serait plus clair, plus franc et plus sincère pour les Congolais pour que nous avancions. Voilà, tout compte fait, on peut penser que finalement au Congo, on fait la politique pour juste se positionner et puis se servir. C'est ce que cela veut dire, parce que ça n'a rien à voir avec un système politique. Si tant est que la politique, c'est servir la cité, gérer la cité, là, on a bien l'impression que c'est tout le contraire. On vient en politique. Christian, c'est qu'il faut comprendre. Il faut faire un recul en arrière. Lorsque les gens ont dit en 2015
qu'il voulait changer de constitution pour faire évoluer les institutions, c'est archi faux. Ils voulaient changer la constitution pour la conservation du pouvoir. Et une fois qu'ils conservaient le pouvoir, ils s'enrichissaient énormément. Ils planquaient cet argent dans les paradis fiscaux. Les Congolais n'avaient qu'à mourir, à être plongés dans la misère. Ce n'est pas leur problème. Le reste, c'est un débat entre eux pour la répartition de la richesse nationale, pour essayer de montrer à la communauté internationale qu'il y a la démocratie. Après, ils vont vous parler d'enracinement de la démocratie, mais en fait, il n'en est absolument rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. La preuve, c'est qu'ils ont même confisqué l'alternance politique. Alors, on va passer au dernier volet de notre émission, c'est l'actualité africaine avec, bien entendu, la situation politique au Niger. Alors que la CEDEAO, bien sûr, menace d'une intervention militaire contre le Niger, les nouvelles autorités de Niamey ont annoncé des poursuites judiciaires contre l'ancien président Mohamed Bazoum pour haute trahison. Je sais que vous êtes en train de suivre cette actualité. Dans un premier temps, vous allez nous dire ce que vous pensez de l'évolution de cette situation au Niger. Je crois, Christian, je crois que ce qui se passe au Niger va remettre en cause beaucoup de choses sur le continent africain. Et je crois qu'il ne faut pas... mais je prends par exemple le cas de la CEDEAO. Les présidents ont décidé d'aller attaquer le Niger. Mais les peuples ne veulent pas de cette attaque. Que ce soit au Sénégal, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, on sent qu'il y a un grand écart. Même en Côte d'Ivoire, là où il y a le va-t-en-guerre. Il y a un grand écart entre la vision des dirigeants et ce que pense la population. Regardez même quand on dit que le Nigeria va partir, tout ça. Mais tout le monde sait que le Sénat nigérien s'est opposé à ce qu'il y ait ce combat. Et ils savent, quand vous prenez par exemple l'aspect sociologique avec les populations qui sont de part et d'autre, les Haoussa, les Peuls, etc., mais ça pose un certain nombre de problèmes. Et on constate que l'Union africaine n'a pas œuvré pour que nous allions vers véritablement une communauté des peuples. Nous sommes au niveau des dirigeants, parce que, Christian, avant de répondre à ta question sur le fait qu'on veut juger le président Bazoum, mais il y a d'autres questions qui sont extrêmement fondamentales. C'est bien de dire qu'un tel a été élu, qu'il faut remettre l'ordre constitutionnel. Mais on remet cet ordre constitutionnel sur la base de quelles élections? Sur la base de quelles élections? Parce que la base, elle est là. À partir du moment où les élections ne font pas que les peuples choisissent leurs dirigeants et que c'est les dirigeants qui s'imposent à travers un système d'organisation des élections, tout ça, mais évidemment, vous irez, etc. Maintenant, sur le débat actuel sur le fait de juger le président Bazoum, mais il y a un fait important qu'il faut noter, Christian. Le responsable de la junte nigérienne était le responsable de la garde présidentielle. Présidentielle, oui, tout à fait. Donc, il a non seulement la maîtrise des problèmes de sécurité au plan nigérien, mais il a également la situation au niveau de la présidence du Niger. Sur quelle base ils avancent et ils parlent de juger le président Bazoum, ils doivent avoir suffisamment d'éléments graves pour que cela puisse se faire. Ils ont eu un échange avec la sous-secrétaire d'État américain, Victoria Nuland. Les nouvelles autorités de Niamey ont présenté des preuves d'une certaine complicité entre l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et les terroristes. Et il parlait d'ailleurs des situations du genre où l'ancien président nigérien, libérait même les terroristes qui étaient appréhendés, attrapés sur le terrain des opérations. Et je crois que c'est ce qui a même conduit à ce coup d'État-là. Parce que, non content de ce comportement, où les soldats nigériens mouraient, tombaient sur le terrain des opérations, et lorsqu'on attrapait les terroristes, curieusement,
le président de la République prenait des décisions pour libérer ces terroristes sous prétexte que ce sont des partenaires. Moi, j'ai suivi, par exemple, que les États-Unis ont nommé un nouvel ambassadeur pendant cette période. Mais s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Et ils l'ont fait après la mission que cette responsable a faite au Niger. Donc, c'est une situation qu'il faut analyser en recherchant beaucoup d'informations, en essayant de bien analyser. Et moi, je donne mon point de vue, je suis foncièrement contre la démarche de vouloir attaquer le Niger, d'autant que ceux qui veulent attaquer, selon moi, ne sont pas tous sains. Il y en a qui ont fait des coups d'État constitutionnels. Il y en a qui. Donc, c'est une situation où. Et c'est le cas, par exemple, c'est le cas de ce qui se passe, par exemple, au Sénégal. Voilà un autre va-t-en-guerre, mais qui, chez lui, est en train de créer une situation, j'allais dire, de chaos, avec l'arrestation de plus de 1500 opposants au Sénégal. Et le principal opposant aussi est emprisonné, Ousmane Sonko, qui a d'ailleurs entamé une grève de la faim depuis 15 jours. Voilà des présidents comme ça qui sont à la CEDEAO pour décider d'une intervention militaire contre le Niger. Non, moi je pense qu'il faut, on parle de voies diplomatiques, etc., mais il faut être bien informé de la situation, surtout de la sécurité intérieure du Niger, de la situation que le Niger vit. Et je crois qu'il faut en avoir la maîtrise, ne pas se lancer dans des appréciations rapides, etc. Je crois que c'est un peuple qui souffre. Et moi, ce que j'ai retenu, au-delà de tout ce qui se dit, c'est que pendant que ces pays souffrent, que font les pays africains? Les pays africains ont fait quand même une mission en Russie et en Ukraine pour aller chercher qu'on résolve les problèmes. Mais qu'est-ce qu'ils font sur les territoires africains pour qu'on règle radicalement le problème qui se pose, un problème de sécurité, d'intégrité des territoires qui se pose dans cette zone? Je crois que c'est très important et il faut suivre sérieusement la situation. Quelles leçons tirées de ce qui se passe au Niger? La leçon, les Congolais ont beaucoup de leçons à tirer. La première chose, les mandats de 40 ans, enfin, je ne parle pas de M. Bazoum, du président Bazoum, mais je dis quand je vois la situation qui se passe, il faut qu'on aille à l'alternance démocratique. 2, il faut qu'on aille vers des élections véritablement libres, démocratiques, crédibles et transparentes. 3, il faut faire que ce soit les populations, les peuples qui choisissent leurs dirigeants et ne pas s'imposer à travers un système comme quoi on ne perd pas une élection qu'on s'organise pour s'éterniser au pouvoir, pour devenir des présidents à vie. Il faut qu'en Afrique centrale, on sorte de cette vision de la présidence à vie, des bricolages pour que ce soit l'enfant ou le neveu ou quoi qui succède. Il s'agit d'un pays, il ne s'agit pas de la gestion d'un clan ou d'une tribu, etc. Et il y a un certain nombre de choses. Et il y a un jugement qui doit être fait. Ce jugement doit être fait sur la base des résultats. Au Congo, le parti au pouvoir a lamentablement échoué. Ils ont lamentablement échoué. Et je profite de la question que tu me poses pour dire que j'ai trouvé véritablement choquant que le Premier ministre aille en France pour déclarer qu'il se préparait, oui, il préparait le président pour que le président se présente en 2026. Mais il faut qu'il sache qu'en 2026, je ne sais pas qui sera candidat ou quoi, mais il faut qu'on arrête la souffrance des Congolais. Et le pouvoir actuel est le symbole même de la souffrance et de la misère des Congolais. Ils ont choisi de s'enrichir, d'aller planquer cet argent à l'extérieur, et après ils viennent devant vous pour dire ensemble pour la marche. Quelle marche vous allez faire? On ne peut pas rechercher le développement puis aller planquer l'argent à l'extérieur. Maintenant, aujourd'hui, Christian, il y a eu un discours hier, mais on a nullement dit qu'on allait tout faire, parce que c'est parmi les réformes du Fonds monétaire international, la lutte contre la corruption. Ce que les Congolais attendent, c'est qu'on récupère cet argent, parce que cet argent existe. Et il faut qu'on résolve le problème des terres avec les Rwandais. Les Congolais ne sont pas favorables à ça. Ils sont hostiles et ils sont
véritablement opposés à ça, il faut qu'on prenne des dispositions pour que l'on avance. Alors, Clément Mirassa, une cagnotte a été lancée, je crois, pour soutenir l'action justice engagée par la coalition des ONG au Congo-Brazzaville et la société civile. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cagnotte? Est-ce qu'on peut en parler? Bon, moi, je suis partisan de cette cagnotte. Le moment venu, j'apporterai ma modeste contribution, mais je lance un appel à tous les Congolais qui sont désireux pour que l'on se batte pour récupérer cet argent, pour que cet argent rentre. J'incite, 1000 francs, 2000 francs, c'est toujours important parce que si nous sommes 1000 à donner 1000 francs, ça fait 1 million. On ne cherche pas des grosses sommes. Ce qu'on cherche, c'est la contribution effective, le fait que chacun de nous se sente concerné par ce problème, que je considère comme un problème national. Les ONG ont lancé la plainte. Il faut que nous soutenons cette plainte. Je sais, Christian, que je n'ai pas encore apporté ma contribution, mais je dis aux Congolais que je vais l'apporter et je tiens à ce que les autres Congolais soutiennent cette pétition pour que nous collectons cet argent pour poursuivre cette démarche. Oui, merci Clément Mirassa d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du PSDC, un parti de l'opposition Congo-Brazzaville, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. En tout cas, très heureux de vous avoir eu encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter ma contribution sur TLR TV et j'ose espérer que les compatriotes qui suivent TLR TV sont heureux de m'entendre donner des points de vue. J'avoue, Christian, que je reçois sur mon compte WhatsApp beaucoup de critiques, mais je leur dis que j'en tiens compte et à chaque fois on avancera. Ce que je veux, c'est que les Congolais prennent conscience de leur situation et que nous agissons pour que nous sortons ce pays de la grave crise multidimensionnelle dans laquelle il a été plongé depuis plusieurs années. Merci encore une fois, Christian. Je vous en prie, Clément Mirassa. La communication, c'est un des devoirs aussi des hommes politiques et c'est tout normal. Il faut communiquer en permanence pour rester aussi en contact permanent avec la population congolaise, sinon avec vos militants, pourquoi pas vos partisans. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je ne cesserai de vous rappeler, je vous avais déjà prévenu, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. C'est essentiel pour nous de partager au maximum cette émission pour nous aider à informer un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications toutes les fois qu'il y aura une nouvelle émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.